Le 14 mai 2024, 11 h du matin ou presque. Le péage d'Incarville, dans l'Eure, sur l'autoroute A154, à la sortie d'une de ces zones périurbaines où la France finit toujours par se ressembler. Des ronds-points, des hangars de tôle ondulés, des enseignes de restauration rapide qui clignotent sur des parkings à moitié vides. Et derrière, déjà, la campagne normande qui reprend ses droits, les champs, les haies, le ciel bas du printemps. Un décor sans histoire. Le genre d'endroit que l'on traverse 1000 fois sans jamais le voir. Un fourgon cellulaire de l'administration pénitentiaire ralentit à l'approche des barrières. Un convoi de routine. Une mission comme il s'en effectue des milliers chaque année sur tout le territoire. À l'intérieur, des agents qui font leur travail, des hommes en uniforme qui pensent déjà à la fin de leur service. Et un détenu menotté que l'on ramène d'un tribunal, comme on en ramène chaque jour, partout dans le pays. Et puis, en quelques secondes, le décor sans histoire devient le théâtre d'une scène que la France n'oubliera pas. Le bruit d'un moteur lancé à pleine vitesse. Une voiture bélier qui surgit. Un second véhicule qui se met en travers pour fermer toute issue. Des hommes cagoulés, équipés d'armes de guerre, qui descendent en courant. Le temps de comprendre ce qui se passe, et tout est déjà joué. Quelques minutes. Pas davantage. À peine plus de temps qu'il n'en faut pour passer un péage un matin ordinaire. Bienvenue dans le dossier. Comment un État qui se présente comme l'un des plus armés et des mieux organisés d'Europe a-t-il pu perdre le contrôle d'un simple fourgon, en plein jour, sur une autoroute nationale? Comment un détenu que tout le monde croyait connaître a-t-il pu disparaître ensuite pendant 9 mois, sous le nez de toutes les polices du continent? Qui a payé pour cette opération et combien a-t-elle coûté? Et surtout, la question qui ne nous lâchera pas d'un bout à l'autre de ce dossier. Combien de signaux ont été ignorés avant que 2 hommes ne soient tués, pour rien, un matin de mai, à une barrière de péage? Dans ce dossier, on ne va pas vous raconter des monstres. On va vous montrer un système qui a lâché. On va remonter le fil méthodiquement, froidement, depuis la barrière de péage d'Incarville jusqu'à un appartement de la banlieue de Bucarest. On va lire les rapports que l'État a lui-même commandés sur ses propres défaillances, parce qu'il est rare qu'un pays écrive aussi clairement le récit de sa propre faillite. On va suivre l'argent, parce que c'est toujours l'argent qui finit par dire la vérité. Et on va poser encore et encore la seule question qui vaille. Comment a-t-on laissé la France en arriver là? Une précision avant de commencer, parce qu'elle engage la manière dont ce dossier est construit. Je n'étais pas là ce matin du 14 mai. Je ne suis ni policier, ni magistrat, ni acteur de cette affaire. Je n'ai aucune intimité avec ses protagonistes et je ne prétendrai jamais en avoir. Ce que je possède, ce sont les faits établis, les rapports officiels, les décisions de justice rendues publiques, le travail des enquêteurs tel qu'il a été documenté. Et là où la justice n'a pas tranché, je le dirai. Là où un homme est seulement soupçonné, je le dirai aussi. Parce que la rigueur, dans une affaire qui a coûté 2 vies, n'est pas une option. C'est la moindre des choses que l'on doit aux morts comme aux vivants. Préparez-vous. Ce n'est pas une histoire de violence, c'est une histoire d'abandon. Reprenons depuis le début, lentement, parce que c'est dans la lenteur que l'on aperçoit les choses que la vitesse de l'événement avait masquées. Ce matin-là, le convoi quitte le tribunal judiciaire de Rouen. L'homme qu'il transporte, Mohamed Amra, vient d'être entendu par un juge d'instruction dans le cadre d'une mise en examen pour tentative de meurtre. Rien d'exceptionnel dans le principe. On extrait un détenu de sa cellule, on le conduit devant la justice, on le ramène. La destination, ce jour-là, c'est la maison d'arrêt d'Évreux, où il était incarcéré. Entre les deux, quelques dizaines de kilomètres de route, et ce point de passage obligé que constitue le péage d'Incarville, sur la commune de Val-de-Reuil. Un trajet banal, sur un axe banal, à 1 heure banale. Il faut s'arrêter un instant sur ce mot, routine, parce qu'il est trompeur. Une extraction judiciaire, en France, n'a rien d'anodin. C'est une opération de sécurité à part entière. Sortir un détenu de l'enceinte fermée et contrôler d'une prison pour le faire circuler dans le monde ouvert, sur des routes publiques, parmi des milliers d'automobilistes anonymes. C'est par définition le moment le plus vulnérable de toute la détention. Le seul moment où l'homme n'est plus derrière des murs, des grilles, des sas et des miradors, mais simplement à l'intérieur d'une carrosserie qui roule. Les professionnels le savent. Ils savent que la route est le point faible, que c'est là, et nulle part ailleurs, que se concentrent les risques d'évasion par la force. Et c'est précisément ce point faible, ce maillon le plus exposé de toute la chaîne pénitentiaire, que les assaillants ont choisi de frapper. Ils n'ont pas attaqué la prison. Personne n'attaque la prison. Ils ont attaqué la route, parce que la route est l'endroit où l'État baisse la garde. C'est précisément cette banalité qui va se retourner contre l'État. Car ce qui est banal est prévisible.
Et ce qui est prévisible est, pour qui veut frapper, une cible. Selon les éléments établis par l'enquête, les assaillants attendaient. Ils savaient. Ils connaissaient l'horaire, l'itinéraire, le point exact où le fourgon devrait ralentir et se rendre vulnérable. Une embuscade ne s'improvise pas à cet endroit, à cette minute, par hasard. Elle suppose un renseignement préalable, un repérage, une connaissance intime du déroulé de la mission. Quelqu'un, quelque part, savait quand et où le fourgon passerait. Retenez cela. Nous y reviendrons, parce que c'est l'une des clés du dossier. L'attaque, dans son exécution, relève de la logique militaire. Une première voiture vient percuter de plein fouet les véhicules du convoi pour les immobiliser. Une seconde se positionne pour empêcher toute marche arrière, tout repli, toute manœuvre de fuite. Le piège est mécanique, froid, pensé comme on pense une opération de commando. Des hommes lourdement armés extraient le détenu du fourgon cellulaire et repartent, abandonnant derrière eux des véhicules et une scène que les autorités vont devoir reconstituer pièce par pièce. Sur ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes, je ne m'attarderai pas, je n'étais pas là. Et personne, parmi celles et ceux qui regardent ce dossier, n'a besoin qu'on lui décrive l'horreur dans le détail pour comprendre ce qui s'est joué. Ce que l'on sait, ce que les autorités ont constaté en arrivant sur les lieux. À leur arrivée, les enquêteurs ne trouvèrent que les traces de ce qui avait été un assaut d'une violence extrême. Un fourgon vide et un homme dans la nature. 2 agents de l'administration pénitentiaire avaient perdu la vie. 3 autres étaient blessés, dont 2 grièvement. Les chiffres, eux, ne mentent jamais. Je n'étais pas là, mais les chiffres, eux, y étaient. Les 2 hommes qui sont morts ce matin-là s'appelaient Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Le premier avait 34 ans, il était surveillant brigadier. Le second en avait 52, il était capitaine pénitentiaire. Tous 2 travaillaient à Caen. Ils n'étaient ni des soldats, ni des cibles désignées, ni des acteurs de la guerre qui se livrent autour du trafic. C'étaient des fonctionnaires en mission, qui exerçaient un métier dur et mal reconnu, et qui se sont retrouvés ce matin-là au mauvais maillon d'une chaîne de décision qui les dépassait entièrement. 1 an plus tard, jour pour jour, une plaque commémorative a été dévoilée à la barrière du péage, à leur mémoire. On peut y lire qu'ils sont tombés victimes de leurs devoirs, et qu'on ne les oubliera jamais. Le jour de cette commémoration, une cérémonie a eu lieu à Caen, en présence du président de la République. C'est exactement cela qu'il faut retenir d'eux, et rien d'autre. Des hommes qui faisaient leurs devoirs et qui en sont morts. Les images de la scène, captées par des automobilistes et par des caméras de surveillance, ont fait le tour du pays en quelques heures. L'émotion fut nationale, immédiate, sincère. Mais une fois l'émotion retombée, une question est restée nue, têtue, insupportable. Comment cela a-t-il été possible? Pas « comment des hommes peuvent-ils être aussi violents ?» Cette question-là, on la connaît et elle ne mène nulle part. Non. La vraie question, c'est celle-ci. Comment l'État français a-t-il pu laisser un fourgon transportant un détenu de ce profil rouler sur une autoroute, à un horaire prévisible, par un itinéraire connu, sans escorte renforcée, sans protection à la hauteur du danger? Comment, dans ce pays, transporte-t-on un homme contre lequel pesaient des soupçons d'une telle gravité, comme on transporterait n'importe quel prévenu de droit commun? L'onde de choc fut à la mesure de la transgression. Un commando avait attaqué l'État dans l'exercice de l'une de ses fonctions les plus régaliennes. Garder et transporter ceux que la justice lui confie. Le pays tout entier a pris la mesure de quelque chose qu'on préférait ne pas voir. La criminalité organisée n'attaquait plus seuls ses rivaux dans l'ombre des règlements de compte. Elle s'en prenait désormais frontalement aux représentants de l'État, en plein jour, sur la voie publique. 1 an plus tard, lors de la commémoration à Caen, le chef de l'État en personne est venu rendre hommage aux 2 agents. Le symbole était lourd. Il fallait que la plus haute autorité du pays se déplace pour marquer que ce qui s'était joué à Incarville n'était pas un fait divers de plus, mais une atteinte à l'ordre public dans ce qu'il a de plus fondamental. Tout le dossier tient dans cet écart. L'écart entre ce que l'État savait et ce qu'il a fait. Entre l'information qui dormait dans ses fichiers et la routine qui roulait sur l'autoroute. Pour mesurer cet écart, pour comprendre pourquoi il est si vertigineux, il faut d'abord comprendre qui était l'homme assis dans ce fourgon. Pas le mythe, pas le surnom. L'homme tel que les documents le décrivent. Qui était Mohamed Amra au matin du 14 mai 2024? Soyons précis, parce que la précision, ici, est une question d'honnêteté autant que de méthode. La presse l'a aussitôt désigné comme le narcotrafiquant. Les enquêteurs le soupçonnaient effectivement d'être un maillon important d'un réseau de stupéfiants et d'entretenir des liens étroits avec le crime organisé marseillais. Mais voici un fait que beaucoup ont oublié au milieu du tumulte.
Au jour de son évasion, aucune de ces condamnations ne portait sur le trafic de drogue. Aucune, ce n'est pas un détail. Cela dit quelque chose de la manière dont notre système nomme les choses. On étiquette un homme narcotrafiquant à la une de tous les journaux, et dans le même temps, l'appareil judiciaire ne l'a jamais condamné pour cela. Entre la réputation médiatique et le dossier judiciaire, il y a un fossé. Et c'est exactement dans ce fossé, on va le voir, que les institutions se sont égarées. Reprenons les faits, ceux qui sont établis et publics. Mohamed Amra est né le 10 mars 1994 à Rouen. Dans le milieu, on le connaissait sous plusieurs surnoms, dont celui de la Mouche. Selon le rapport que l'État a lui-même commandé après le drame, son parcours judiciaire dessine une trajectoire d'une netteté presque clinique. L'inspection la formule ainsi. Un ancrage initial dans la moyenne délinquance, précédant une bascule dans le grand banditisme. Une phrase courte, une phrase qui résume une vie, et qui résume aussi, sans le dire, l'incapacité d'une institution à enrayer une dérive qu'elle observait pourtant depuis le début. Car la première condamnation de Mohamed Amra, il l'a reçue alors qu'il était âgé de 13 ans. 13 ans. Lisez bien ce chiffre et laissez-le raisonner. 13 ans est déjà dans le circuit pénal, et depuis cet âge, ou presque, il a été incarcéré pratiquement chaque année. Au jour de son évasion, il totalisait 15 condamnations. 15. Vol aggravé, extorsion, violence armée, association de malfaiteurs, participation à un rodéo motorisé illégal. Une liste qui raconte une existence entière passée dans l'orbite de l'institution pénale, du tribunal pour enfants à la maison d'arrêt, sans que jamais cette institution ne parvienne à infléchir quoi que ce soit. 15 condamnations, et un homme qui, à 30 ans, se retrouvait au cœur d'une affaire d'une gravité telle qu'un commando armé estimait rentable de risquer la perpétuité pour le libérer. Entre la première et la dernière, il y a tout un échec collectif. Il y a, dans ce parcours, un autre fait qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il en dit long sur la gestion de cet homme par l'institution. Mohamed Amra a été ballotté d'un établissement à l'autre, Paris à la prison de la Santé, Marseille, la maison d'arrêt d'Évreux. Ces transferts répétés ne sont pas neutres. Chaque changement d'établissement, c'est une remise à zéro partielle de la connaissance que l'on a du détenu. Le nouvel établissement hérite d'un dossier, mais pas toujours de la mémoire vive, de l'expérience accumulée, des intuitions des agents qui l'ont côtoyé ailleurs. Le rapport de l'inspection passe précisément en revue ces multiples transferts, et c'est là que le bât blesse. À chaque déplacement, une part de l'information se perd, se dilue, ne suit pas. Un homme qui change souvent de prison est un homme dont aucune équipe n'a jamais le tableau, complet sous les yeux assez longtemps pour en tirer toutes les conséquences. La mobilité du détenu, censée être un outil de gestion de la dangerosité, devient paradoxalement un facteur d'aveuglement de l'institution. C'est lors d'un transfert vers la prison de la Santé, à Paris, en 2022, qu'il aurait, selon l'inspection, manifestement dérivé vers la violence. Le mot est important, dérive. Une dérive, cela se voit. Cela laisse des traces. Cela s'inscrit dans des dossiers, des signalements, des observations d'agents. Puis viennent les mises en examen pour des faits autrement plus lourds que ceux qui composaient son casier jusque-là. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter et respecter une règle que ce canal ne transgresse jamais, la présomption d'innocence. Au matin de son évasion, Mohamed Amra était visé par 2 informations judiciaires. L'une pour tentative de meurtre, l'autre, ouverte à Marseille, pour complicité de meurtre en bande organisée, à la suite d'une mise en examen prononcée le 26 septembre 2023. Selon le rapport de l'inspection, c'est précisément cette mise en examen marseillaise qui constituait le marqueur de sa véritable envergure dans la criminalité organisée, soupçonnée, mise en examen, pas condamnée, pas encore, pour ces faits-là. Ces nuances ne sont pas de la prudence pour la prudence. Elles sont au cœur du problème, car comprenez bien le paradoxe. La question, dans ce dossier, n'est pas de savoir si Amra était coupable de tout ce dont on l'accusait. La justice tranchera cela, et elle seule. La question est de savoir pourquoi un homme contre lequel pesaient des soupçons d'une gravité aussi extrême, la commande d'un meurtre, l'appartenance présumée à une organisation criminelle de haut niveau, a pu être traité, sur la route, comme un détenu ordinaire. La présomption d'innocence protège l'accusé devant le juge. Elle n'a jamais voulu dire que l'administration pénitentiaire devait fermer les yeux sur la dangerosité opérationnelle d'un homme. On peut être présumé innocent et représenter dans le même temps un risque sécuritaire majeur. Distinguer ces 2 plans, c'est tout le métier. Et c'est précisément ce que l'État n'a pas su faire. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Je ne prétendrai pas le connaître, ni deviner ce qu'il ressentait dans ce fourgon, ni reconstituer ses pensées. Ce serait une trahison du métier. Et ce canal ne s'y abaisse pas. Mais les documents, eux, sont là.
Et les documents disent une chose simple et terrible. Tout, dans ce dossier, était écrit. Le profil était connu, la dérive était documentée, la trajectoire était lisible pour qui prenait la peine de la lire. Restait à savoir si quelqu'un, dans l'immense machine de l'État, avait effectivement lu, compris et agi en conséquence. La réponse ? L'État se l'est posée à lui-même, par écrit. Et la réponse, il l'a couchée noir sur blanc dans un rapport de plus de 60 pages. 11 jours après le drame, le 29 mai 2024, le garde des Sceaux saisit l'inspection générale de la justice. La mission est claire, comprendre. Analyser le profil pénal d'Amra, son parcours judiciaire et pénitentiaire depuis son incarcération en janvier 2022, les conditions de sa prise en charge et surtout la qualité du partage d'informations et de la coordination entre tous les services qui, de près ou de loin, avaient eu à connaître son cas. Le résultat, c'est un rapport d'une 60aine de pages, rendu public au début du mois d'août 2024. Un document que je vous invite à garder en tête d'un bout à l'autre de ce dossier. Parce qu'il ne porte pas sur l'attaque elle-même, qui relevait de l'enquête judiciaire, mais sur quelque chose de plus dérangeant encore. La manière dont l'État s'était lui-même mis en situation de vulnérabilité. Le mot qui revient, le mot-clé de tout l'édifice, c'est déficit. Un déficit de communication. Pas entre l'État et un ennemi extérieur, non. Un déficit de communication de l'État avec lui-même. Entre les autorités judiciaires, l'administration pénitentiaire et les enquêteurs. Entre les directions centrales et les échelons interrégionaux ou locaux. Entre un service qui savait et un autre qui ignorait. L'inspection le formule sans détour. Le manque de centralisation des informations sur le profil du détenu n'a pas permis, par exemple, de relever le niveau de sécurité autour de lui. Traduisez, on le va transporter comme un prévenu lambda parce que personne, là où il fallait, n'avait sous les yeux le tableau complet de ce qu'il représentait. Arrêtons-nous sur un point précis, parce qu'il résume à lui seul toute la mécanique de la faillite. Selon les éléments rapportés, certains services de l'administration pénitentiaire, la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest, ainsi que la cellule de renseignement pénitentiaire de Marseille, disposaient d'une information capitale. Mohamed Amra aurait mis un contrat sur la tête d'un surveillant. Un contrat, c'est-à-dire la menace la plus directe, la plus grave, la plus claire qui soit contre un agent de l'État. Et pourtant, cette information n'aurait pas été accessible à la maison d'arrêt d'Évreux, où il dormait chaque nuit, ni cellule de renseignement compétente sur ce territoire. L'information existait. Elle était dans le système. Elle n'a simplement pas circulé jusqu'à ceux qui en avaient le plus vital besoin. Laissez-moi insister, parce que c'est le cœur battant de ce dossier. Une menace de mort, peut-être un contrat contre un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, connu d'une partie de la maison. Ignoré de l'autre partie, celle-là même qui le détenait et qui allait le transporter. Comment un tel cloisonnement est-il possible ? En 2024, dans un pays qui a investi des milliards dans le renseignement et la sécurité intérieure, comment se fait-il qu'une information de ce niveau puisse rester enfermée dans une base de données, dans un service, dans une région, sans jamais atteindre l'établissement où l'homme est incarcéré ? Ce n'est pas un accident, c'est une architecture. Une architecture de silos, de logiciels qui ne se parlent pas, de hiérarchies parallèles, de cellules de renseignement régionales qui ne partagent pas, de responsabilités diluées au point que plus personne, à la fin, n'est tout à fait responsable de rien. Pour bien saisir la gravité de cette défaillance, il faut comprendre que l'administration pénitentiaire dispose, en théorie, d'outils pour classer et signaler les détenus les plus à risque. Il existe des catégories, des fiches, des niveaux d'escorte qui déterminent l'ampleur du dispositif de transport. Nombre d'agents, type de véhicule, présence ou non d'un appui des forces de l'ordre, choix de l'itinéraire, secret entourant l'horaire. Tout cela existe sur le papier. Le système prévoit qu'un détenu dont la dangerosité est avérée bénéficie d'un transfert sous très haute surveillance. Le problème n'est donc pas l'absence d'outils. Le problème, c'est que ces outils ne valent que ce que vaut l'information qui les alimente. Si l'on ne classe pas un homme au bon niveau de dangerosité, faute d'avoir centralisé ce que l'on savait de lui, alors tout le dispositif gradué qui en découle est calibré sur une menace sous-évaluée. On déploie une protection de niveau ordinaire pour un homme de niveau extraordinaire. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le dispositif n'a pas failli parce qu'il n'existait pas. Il a failli parce qu'on l'a réglé sur la mauvaise menace. La conséquence est arithmétique et elle est implacable. Faute d'avoir centralisé ce que l'on savait, l'institution a traité Amra comme un détenu ordinaire. Il n'a pas été classé au niveau de dangerosité qui aurait imposé un dispositif de transfert renforcé. Pas d'escorte exceptionnelle.
Pas de protocole adapté à un homme soupçonné d'avoir commandité un meurtre et menacé un agent. Un fourgon, des agents en sous-effectif, un itinéraire prévisible, un horaire connu, une route sans protection particulière, la routine. Et la routine, face à un commando préparé, armé d'armes de guerre et renseigné, n'avait strictement aucune chance. Un État qui ne fait pas circuler ses propres informations ne protège plus personne. C'est aussi simple et aussi grave que cela. Le renseignement existait. Le danger était identifié, au moins partiellement, par une fraction de la machine. Et l'autre fraction de la machine a envoyé 2 hommes sur la route, sans savoir, sans alerte, sans surarmement. Voilà la première grande défaillance, structurelle, lourde, écrite par l'État lui-même. Mais il y en a une seconde, plus troublante encore, parce qu'elle ne se joue pas à l'échelle des grandes bases de données nationales, mais à l'échelle d'une cellule, dans les jours qui précèdent le drame. Et là aussi, les signaux étaient là, sous les yeux de tous. Revenons à la maison d'arrêt d'Évreux, dans les jours qui précèdent immédiatement le 14 mai. Car si l'on veut comprendre comment un système lâche, il ne suffit pas de regarder les grandes structures et les grandes bases de données. Il faut descendre au niveau du quotidien, du détail, du geste banal qui aurait dû déclencher l'alarme. À compter du 5 mai, selon le rapport, une consigne de vigilance particulière est enregistrée concernant Mohamed Amra. On prescrit aux agents de rédiger une observation sur son comportement à chaque service. Autrement dit, localement, sur le terrain, on a senti quelque chose. On a perçu que cet homme n'était pas comme les autres, qu'il fallait le surveiller de plus près, consigner ses fesses et gestes. Le terrain, lui, n'était pas aveugle. Les agents, ceux qui croisaient Amra tous les jours dans les coursives, avaient flairé le danger. Il faut le dire clairement, parce que c'est une question de justice envers eux. La défaillance n'est pas venue d'eux. Elle est venue de tout ce qui se trouve au-dessus d'eux, dans les étages où l'information aurait dû être assemblée, hiérarchisée, transformée en décision. Et puis il y a ce détail qui à lui seul donne le vertige. La nuit précédant le drame, Mohamed Amra aurait photographié, au moyen d'un téléphone portable clandestin, le caillebotis et les barreaux de sa cellule. Photographier les barreaux, documenter sa propre cellule, sa propre fenêtre, l'architecture de sa détention. Comment ne pas y voir rétrospectivement le signe d'une préparation, d'un repérage, d'une logistique en cours, peut-être d'une communication avec l'extérieur? Le 13 mai, soit la veille de l'évasion, une fouille de sa cellule permet de saisir un téléphone et conduit à ordonner son changement de cellule. On a donc trouvé le téléphone, on a réagi. On a déplacé l'homme. La vigilance locale a fonctionné, à son niveau. Mais le lendemain matin, on l'a tout de même fait monter dans un fourgon ordinaire, sur une route ordinaire, pour un transfert mené de façon ordinaire. Comment lire cela autrement que comme la chronique d'un avertissement non entendu? Reprenons l'addition, posément. Un détenu qui photographie ses barreaux la veille. Un téléphone clandestin saisi dans sa cellule. Une consigne de vigilance renforcée enregistrée depuis plusieurs jours. Et, au niveau national, des services qui savent qu'un contrat a peut-être été lancé contre un surveillant. Pris isolément, chacun de ces éléments peut sembler gérable, presque routinier dans l'univers carcéral. Assemblés, ils dessinent un tableau d'alerte maximale, le portrait d'un homme qui prépare quelque chose. Mais personne, dans la chaîne, n'a assemblé le tableau. Pourquoi? Parce que pour l'assembler, il aurait fallu que les informations se rencontrent. Et nous l'avons vu au chapitre précédent, dans ce système, les informations ne se rencontrent pas. Elles dorment, chacune dans son silo, jusqu'au matin où le réel les réveille toutes en même temps. Trop tard. Il y a une ironie tragique dans cette séquence des derniers jours, et il faut oser la nommer. Le 13 mai, l'institution a bien réagi. Elle a fouillé, elle a trouvé le téléphone, elle a déplacé le détenu. Localement, à l'échelle de la cellule, la vigilance a fait son travail. Mais cette réaction, précisément parce qu'elle est restée locale, n'a pas remonté assez haut, assez vite, pour modifier ce qui allait se passer le lendemain sur la route. Imaginez la situation. La veille au soir, des agents comprennent que cet homme communique avec l'extérieur par un téléphone clandestin, qu'il photographie ses barreaux, qu'il prépare peut-être quelque chose. Et le lendemain matin, la même institution le fait monter dans un fourgon banalisé, sur un trajet prévisible, sans renforcer le dispositif. Pourquoi? Parce que les deux niveaux, la cellule qui a vu et le service qui organise les transferts n'ont pas, ou pas assez, communiqué. La main droite a saisi le téléphone. La main gauche a programmé une extraction de routine. Et entre les deux mains, le vide. Toujours le même vide, le même blanc, le même silence entre des services qui auraient dû se parler. Élargissons un instant la focale. Parce que le cas Amra n'est pas une anomalie isolée. C'est le symptôme aigu d'une maladie chronique. Le transport des détenus, en France, est un point de fragilité structurelle connu depuis des années.
Les extractions judiciaires, ces opérations qui consistent à conduire un détenu devant un juge ou un tribunal, puis à le ramener, représentent une charge énorme. Leur responsabilité a été progressivement transférée des forces de police et de gendarmerie vers l'administration pénitentiaire au cours de la décennie précédente. Un transfert mené, de l'aveu même des organisations professionnelles, sans que les moyens humains et matériels correspondants suivent à la même cadence. Le résultat, une administration en tension permanente, sommée d'assurer des missions de sécurité lourdes, avec des effectifs comptés et des équipements qui ne sont pas toujours à la hauteur de la menace. Les organisations syndicales le répètent depuis longtemps, et elles l'ont redit avec une amertume terrible après Incarville, carence en personnel, manque de matériel, sous-effectif chronique. L'une d'elles l'a écrit en toutes lettres. La carence en personnel est un facteur aggravant d'une défaillance politique et institutionnelle récurrente. Récurrente. Retenez ce mot. Il revient comme un glas tout au long de cette histoire. Car ce n'était pas la première fois que le système montrait ses fissures, et le drame d'Incarville n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'était l'aboutissement annoncé d'années d'avertissements rangés dans des tiroirs. Voilà donc l'enchaînement complet. Un homme dont le profil était connu et documenté. Des menaces dont une partie de l'État avait connaissance. Des signaux d'alerte concrets dans les jours précédant le drame. Un système de transport sous-doté et fragile par construction. Et au bout de la chaîne, un transfert mené comme on mène une formalité administrative. Rien de tout cela ne relève de la fatalité. Tout cela relève de choix. Choix budgétaires, choix d'organisation, choix d'arbitrage entre les missions, informations non partagées. Mais arrivé à ce point du dossier, une autre question s'impose et elle change complètement la focale. Car une embuscade de cette ampleur, avec des armes de guerre, des véhicules béliers, du repérage et une logistique de fuite, cela ne s'improvise pas. Et cela ne se finance pas avec rien. Faisons donc ce que nous faisons toujours dans ce dossier. On suit l'argent. Parce que la violence, voyez-vous, n'est jamais que le symptôme. Le fourgon éventré, sa scène au péage, ce que les caméras ont filmé, c'est ce que l'on voit. Mais ce qui rend tout cela possible, ce qui l'alimente, ce qui le commande, se trouve en amont et reste invisible. C'est de l'argent. Toujours. Demandons-nous froidement ce que coûte une opération comme celle d'Incarville. Des armes de guerre, qui ne s'achètent pas au supermarché et dont l'acquisition suppose des filières. Plusieurs véhicules, dont certains destinés à être abandonnés ou détruits sur place, donc considérés comme jetables. Des hommes prêts à risquer la réclusion criminelle à perpétuité, donc rémunérés en conséquence. Du repérage, de la coordination des planques, une logistique de fuite immédiate. Et ensuite, une cavale de 9 mois à travers l'Europe, qui suppose elle aussi des relais, des faux papiers, des appartements, des soutiens dans plusieurs pays. Tout cela a un prix considérable. Et quelqu'un, quelque part, a estimé que faire sortir Mohamed Amra valait ce prix. C'est précisément là que se révèle ce que l'homme représentait réellement. On ne monte pas une opération de type militaire pour libérer un petit délinquant. On la monte pour quelqu'un qui pèse, dont la liberté a une valeur supérieure au risque immense pris pour l'obtenir. Les enquêteurs soupçonnaient Amra d'être un maillon important d'un réseau de stupéfiants, connecté au crime organisé marseillais. Et c'est ici qu'il faut prendre le temps de comprendre la mécanique du trafic moderne. Parce que sans elle, rien de ce dossier n'est intelligible. La cocaïne qui inonde aujourd'hui l'Europe arrive par conteneurs entiers dans les grands ports du Nord. Anvers, en Belgique. Rotterdam, aux Pays-Bas. Ces ports, parmi les plus puissants du monde, brassent des millions de conteneurs par an. Et dans cette masse vertigineuse de marchandises légitimes se cachent les cargaisons illégales. Parfois plusieurs tonnes d'un coup, dissimulés dans des chargements de bananes, de bois, de pièces industrielles. Les services douaniers, malgré leur saisie record, ne contrôlent qu'une fraction infime du flux. C'est mathématique, on ne peut pas ouvrir tous les conteneurs sans paralyser l'économie d'un continent. Les trafiquants le savent. Ils jouent sur le volume, sur la probabilité, sur la corruption ponctuelle de quelques maillons portuaires. Et la marchandise passe. Puis elle redescend, par des routes que l'État ne maîtrise plus, jusqu'au point de deal des grandes villes. Puis des grandes villes vers les villes moyennes. Puis vers le bourg, vers le village d'à côté, vers la zone pavillonnaire. Le marché s'est massifié. Il ne concerne plus une marge marginale de la société. Il a pénétré partout, jusqu'aux voisins de palier, jusqu'aux collègues de bureau, jusqu'à des lieux et des milieux qu'on n'aurait jamais imaginés. Et qui dit marché de masse dit chiffre d'affaires colossal, profit gigantesque. Et donc des moyens quasi illimités pour protéger ses actifs, acheter des armes, recruter, corrompre et au besoin attaquer l'état de front. Un homme comme Amra, dans cette économie-là, n'est pas un individu.
c'est un actif. Et un actif, on le protège. Et il y a une couche supplémentaire que l'on oublie presque toujours dans le récit médiatique parce qu'elle est invisible, abstraite, sans image choc à offrir aux caméras. C'est la couche du blanchiment. Une fois la marchandise vendue, une fois l'argent liquide accumulé par millions, il faut le laver, le faire entrer dans l'économie légale, le transformer en biens, en société écran, en immobilier, en investissement présentable. C'est tout un travail d'ingénierie financière qui mobilise des intermédiaires, des courtiers de l'ombre, des montages internationaux, des comptes ouverts dans des juridictions complaisantes. C'est là, dans cette plomberie discrète, que se joue la véritable puissance du narcotrafic. Car un réseau qui sait blanchir est un réseau qui peut durer, réinvestir, se diversifier et financer des opérations comme celle d'Incarville sans même entamer son capital. La violence que l'on voit à la surface n'est que la partie émergée. En dessous, il y a un système économique entier, sophistiqué, mondialisé, qui prospère précisément parce qu'il reste hors champ. On suit l'argent, et l'argent finit toujours par disparaître dans des circuits que l'État peine à remonter. Voilà la doctrine que ce dossier ne cessera de répéter. La balle est le symptôme, le compte en banque est la maladie. Voilà le vertige que ce dossier nous oblige à regarder en face, sans détour et sans complaisance. La demande dans ce marché, c'est nous, c'est la consommation, banalisée, festive, devenue presque invisible à force d'être répandue, qui alimente les flux financiers, qui paie les armes qui ont tué 2 agents au péage de Incarville. Je ne dis pas cela pour faire la morale, ni pour excuser quoi que ce soit, ni pour dissoudre la responsabilité des criminels dans une vague culpabilité collective. Le consommateur du samedi soir n'a pas armé le commando, et il n'est coupable d'aucun meurtre. Mais il est l'un des maillons d'un système qui, à l'autre bout, finance ce commando. C'est une chaîne. Et tant qu'on regarde uniquement l'extrémité visible de cette chaîne, la balle, la douille, le corps, l'image choquante, on ne comprend rien à la mécanique d'ensemble. Il faut remonter. Du symptôme à la maladie, de la violence à l'argent. C'est la seule boussole qui ne ment pas. Et l'argent, dans ce dossier, raconte une autre faillite, peut-être la plus grave de toutes, car au moment même où se jouait cette tragédie, le Parlement français débattait depuis des mois de la manière de répondre à la puissance financière du narcotrafic. Quelques mois après le drame, le 29 avril 2025, une proposition de loi visant, selon ses propres termes, à sortir la France du piège du narcotrafic était adoptée. Le mot piège n'est pas innocent. Piège, cela veut dire qu'on s'est laissé prendre, que le problème a grandi pendant des années, sous les yeux de l'État, jusqu'à atteindre un niveau de puissance et d'organisation tel qu'une embuscade militaire sur une autoroute nationale devient possible et envisageable. On ne légifère pas dans l'urgence contre un phénomène que l'on maîtrise. On légifère dans l'urgence contre un phénomène qui nous a échappé. Le simple intitulé de cette loi est un aveu. Un État qui ne contrôle plus flux d'argent qui circule sur son territoire ne contrôle plus rien d'autre. Il ne contrôle plus ses ports, par lesquels entre la marchandise. Il ne contrôle plus tout à fait ses prisons, depuis lesquelles, on l'a vu et on le reverra, les réseaux continuent de fonctionner, de communiquer, de commander. Il ne contrôle plus ses routes sur lesquelles roulent ses propres fourgons. La question n'est donc pas seulement « comment Amra s'est-il évadé ?» La question, plus profonde, est celle-ci. À quel moment l'argent du trafic est-il devenu plus puissant que les moyens que l'État se donne pour le combattre? Et à qui profite que cette asymétrie perdure, année après année, drame après drame? Gardez cette question en mémoire. Nous y reviendrons à la fin. Mais pour l'instant, suivons l'homme. Car l'homme, désormais libre, allait offrir au pays une seconde démonstration, plus longue et plus humiliante encore, de l'impuissance de l'État. 9 mois durant. Le 14 mai au soir, alors que la nuit tombe sur la Normandie, des centaines de policiers et de gendarmes établissent des barrages sur tout le quart nord-ouest de la France. On arrête les voitures, on contrôle les identités, on suit chaque signalement, chaque appel, chaque tuyau. Sur le terrain, les enquêteurs pensaient, comme souvent dans ce genre d'affaires, que le dénouement ne tarderait pas, qu'il est difficile de rester en cavale très longtemps, que les fugitifs seraient acculés en quelques jours, quelque part, sans doute loin du point de départ. C'est ce que dit l'expérience. C'est ce qui se produit, d'ordinaire. Mais Mohamed Amra n'allait pas se contenter de l'ordinaire. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Et l'homme le plus recherché de France s'est volatilisé. Comment? Posons la question dans toute sa crudité. Comment? À l'ère de la vidéosurveillance généralisée, de la lecture automatisée des plaques d'immatriculation, du croisement permanent des données, de la coopération policière européenne, un homme dont le visage était connu de tout un pays peut-il disparaître pendant 9 mois entiers?
La réponse tient en grande partie dans ce que ce dossier ne cesse de mettre en lumière, la porosité. Les frontières intérieures de l'espace européen, pensées pour la libre circulation des biens et des personnes honnêtes, sont aussi des autoroutes pour ceux qui veulent disparaître. Un homme soutenu par un réseau, doté de moyens financiers, capable de se fondre dans des filières qui dépassent largement les frontières françaises, dispose d'un terrain de jeu continental. Faux papiers, relais successifs, planques dans plusieurs pays, changement d'apparence. La cavale d'Amra n'est pas l'exploit d'un homme seul et débrouillard. C'est, encore une fois, la démonstration de la puissance logistique d'une organisation. Souvenez-vous de cette règle. Un homme isolé se fait prendre en quelques jours. Un homme adossé à une structure tient 9 mois. La durée de la cavale est, en elle-même, une mesure de la puissance du réseau qui le protégeait. Il y a là un parallèle troublant avec ce que nous disions de la marchandise. De même que la cocaïne entre en Europe par des ports si vastes et si ouverts qu'aucun contrôle ne peut tout intercepter, de même un homme peut traverser le continent par des frontières si fluides qu'aucune vigilance ne peut tout filtrer. La même ouverture qui fait la prospérité de l'Europe fait aussi la liberté de ceux qui veulent s'y dissoudre. Ce n'est pas une critique de l'ouverture en soi. C'est un constat sur le décalage entre la circulation, devenue continentale et instantanée, et le contrôle resté largement national et morcelé. Les réseaux criminels, eux, pensent et agissent à l'échelle du continent. Les États, trop souvent, continuent de penser et d'agir à l'échelle de leurs propres frontières, avec des outils qui ne se parlent pas mieux d'un pays à l'autre qu'ils ne se parlaient, on l'a vu, d'un service à l'autre à l'intérieur de la France. La cavale de 9 mois n'est, au fond, que la version internationale du déficit de communication qui avait coûté la vie à 2 agents au péage. Et pendant ces 9 mois, c'est tout un pays qui reste suspendu. L'affaire devient un symbole national. Le symbole d'un État qui a perdu un homme sur sa propre route, puis qui ne parvient pas à le retrouver. Chaque semaine qui passe sans arrestation est une humiliation supplémentaire, un rappel public que la machine, malgré ses moyens affichés, peine à reprendre la main. Les rumeurs circulent. On le dit ici, on le dit là, on le croit aperçu dans tel pays, dans telle ville. Le mythe enfle, comme enfle toujours le mythe autour des fugitifs que l'on ne rattrape pas. Et plus le mythe enfle, plus l'État paraît petit. La traque, pourtant, s'organise méthodiquement à l'échelle du continent. L'Office central de lutte contre le crime organisé pilote les recherches côté français, en lien étroit avec les polices étrangères et les outils de coopération judiciaire européenne. On active le mandat d'arrêt européen, cet instrument qui permet, en théorie, qu'un homme arrêté dans un pays membre soit remis à un autre sans la lourdeur des anciennes procédures d'extradition. On suit les réseaux, on remonte les contacts, on écoute, on croise, on patiente. Le travail d'enquête, lui, ne s'arrête jamais, jour et nuit, dans l'ombre, loin des caméras. Mais le temps qui passe creuse une plaie qui n'a rien d'abstrait. Car pendant ces 9 mois, les familles des 2 agents tués, elles, attendent. Elles vivent dans cette suspension insupportable où l'homme dont l'évasion a coûté la vie leur court toujours, libre, quelque part. On a parfois tendance, dans le commentaire de ces affaires, à oublier ce point. Ne l'oublions pas. Derrière la traque, il y a des veuves, des enfants, un deuil qui ne peut même pas commencer à se refermer tant que le responsable présumé n'est pas retrouvé. Il faut le dire avec gravité et sans patois déplacé. La longueur de cette cavale n'est pas seulement une affaire d'efficacité policière, c'est une affaire de souveraineté. Quand un État met 9 mois à remettre la main sur l'homme dont l'évasion a coûté la vie à 2 de ses fonctionnaires, il envoie un message, qu'il le veuille ou non. Un message au réseau d'abord, à qui il démontre qu'il est possible de défier l'État frontalement et de tenir et de gagner du temps. Un message aux citoyens, ensuite, qui voit se confirmer une intuition diffuse et inquiète. Celle d'un État qui n'a plus tout à fait les moyens de ce qu'il prétend être. Combien de temps encore un pays peut-il tolérer de perdre, puis de chercher pendant des mois les hommes qu'il était censé garder? La réponse, le dénouement, est venue finalement, mais d'un endroit que personne, au matin du 14 mai 2024, n'aurait spontanément désigné. Bucarest, Roumanie, le 22 février 2025. 9 mois jour pour jour ou presque après le péage d'Incarville. Mohamed Amra s'était installé depuis quelques jours dans un appartement d'un quartier résidentiel de la capitale roumaine. Selon les éléments rendus publics, il avait teint ses cheveux en roux pour brouiller les pistes, modifier sa silhouette, échapper au portrait qui circulait depuis des mois. Une nouvelle apparence, une nouvelle ville, un nouveau pays, à plus de 2000 km du péage où tout avait commencé. La logistique de la disparition, dans toute sa banalité méthodique. On imagine un homme prudent qui a appris à se faire discret, à ne pas attirer l'attention,
à vivre dans l'entre-deux. C'est en sortant d'un véhicule de transport avec chauffeur, devant un centre commercial, qu'il a été interpellé. Une scène presque ordinaire, presque décevante de banalité, pour clore une cavale qui ne l'avait pas été le moins du monde. L'arrestation est le fruit d'une coopération étroite entre l'Office central français de lutte contre le crime organisé et la police roumaine. Et c'est ici qu'apparaît un détail qui éclaire rétrospectivement tout le dossier. Une fois l'information de sa présence sur le territoire roumain remontée et exploitée, les choses sont allées vite, très vite. Le ministre roumain de l'Intérieur l'a résumé d'une formule qui claque comme un constat. Les autorités ont localisé, identifié et capturé l'homme en moins de 48 heures après avoir reçu les premières informations sur sa présence dans le pays. 48 heures, pesez bien ce chiffre après 9 mois de fuite, 9 mois de cavale et puis, une fois la bonne information obtenue et partagée, 2 jours pour conclure. Cette arithmétique en dit plus long que tous les discours. Le problème, dans ce dossier, n'a jamais été la capacité technique à arrêter un homme. Quand l'information est bonne et qu'elle circule, les forces de l'ordre frappent en 2 jours. Le problème, c'est tout ce qui se joue avant. L'obtention de l'information, sa remontée, sa centralisation, son partage entre les bons services au bon moment. Du premier au dernier acte de cette histoire, c'est toujours la même faille qui décide de tout. Au péage, l'information sur la dangerosité n'avait pas circulé, et 2 hommes sont morts. À Bucarest, l'information sur la localisation a circulé, et l'homme a été pris en 2 jours. La leçon est là, entière, écrite par les faits eux-mêmes. Dans la lutte contre le crime organisé, l'information qui circule vaut 1000 fois l'information qui dort. Le parquet de Paris, par l'intermédiaire de la juridiction nationale spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée, confirme l'interpellation. D'abord avec la prudence d'usage, le temps des vérifications d'identité. Puis l'identité est établie sans le moindre doute. C'est bien lui. 3 jours plus tard, le 25 février, les forces spéciales roumaines l'escortent, menottées, dans le hall de l'aéroport de Bucarest, devant des dizaines de journalistes. Les caméras enregistrent un homme qui ne baisse pas les yeux, qui affiche même une forme de morgue devant l'objectif. À l'arrière de l'avion qui le ramène, c'est la France qui récupère son fugitif, après 9 mois d'attente, de recherche et d'humiliation. À son arrivée sur le sol français, il est placé dans l'un des établissements les plus sécurisés du pays, en Normandie. Le cercle se referme là où il s'était ouvert. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'homme. Et c'est ici que le dossier prend toute sa dimension systémique. Car capturer Amra, c'était capturer un maillon, pas le réseau. Dans les semaines et les mois qui suivent l'arrestation, l'enquête déroule la pelote, patiemment. Vague après vague, les interpellations se multiplient. Des dizaines de personnes soupçonnées d'avoir aidé, organisé, financé, renseigné ou facilité l'évasion sont placées en garde à vue, en France comme à l'étranger. Le nombre de mises en examen ne cesse de grimper, dépassant largement la vingtaine, puis approchant et dépassant la quarantaine, à mesure que les magistrats remontent la chaîne des responsabilités. Une affaire qualifiée de tentaculaire. Le mot est juste, et il n'est pas exagéré. Car une embuscade comme celle d'Incarville, on l'a dit, ce n'est jamais l'affaire d'un seul homme. C'est un système dans le système. Des commanditaires présumés, des exécutants, des logisticiens, des financeurs, des relais, des hommes qui repèrent, des hommes qui conduisent, des hommes qui hébergent. Pour saisir l'ampleur de cette nébuleuse, quelques repères. Les interpellations se sont succédées par vagues, en plusieurs temps, sur plusieurs mois, certaines en France, d'autres à l'étranger, signe que la coopération judiciaire européenne a cette fois fonctionné à plein. À mesure que les magistrats de la juridiction spécialisée parisienne remontaient les fils, le cercle des personnes mises en examen s'élargissait, dépassant la quarantaine. Parmi les profils interpellés, des noms parfois inattendus, issus d'horizons que l'on n'associe pas spontanément au grand banditisme, ont rappelé que les frontières entre la criminalité organisée, certains milieux et la culture populaire sont parfois plus poreuses qu'on ne l'imagine. Quant à Amra lui-même, il a été placé, à son retour, dans l'un des établissements les plus sécurisés de France, un de ces lieux conçus pour les détenus jugés les plus dangereux, où chaque mouvement est compté, encadré, surveillé. Le contraste est saisissant. L'homme que l'on avait transporté comme un prévenu ordinaire était désormais traité, enfin, pour ce qu'une partie de l'État savait depuis le début qu'il pouvait être. Il aura fallu 2 morts et 9 mois de cavale pour que le niveau de précaution rejoigne, trop tard, le niveau de la menace. Et il faut redire ici notre règle, avec la même rigueur que pour Amra lui-même. Toutes ces personnes interpellées sont, à ce stade, mises en examen, soupçonnées, présumées innocentes, tant que la justice n'a pas définitivement tranché. Suivre l'enquête, ce n'est pas prononcer un verdict à la place des juges.
Ce canal ne condamne personne, il décrit ce que l'État établit. Mais le simple nombre, la simple ampleur de cette nébuleuse, dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la menace à laquelle l'État faisait face ce matin-là, à la barrière du péage. Ce n'était pas un coup de folie isolé, ce n'était pas l'initiative désespérée de quelques amis. C'était une opération, structurée, financée, renseignée, exécutée par une organisation. Et face à une organisation de cette envergure, un fourgon de routine et 3 agents en mission n'avaient encore une fois aucune chance. Tout, dans ce dossier, ramène à ce déséquilibre. Tout ramène à la disproportion entre la puissance de l'attaquant et la faiblesse de la protection. Alors, qu'est-ce que l'État a fait? Une fois la sidération passée et le fugitif repris, il a réagi, c'est vrai, et il faut le reconnaître honnêtement, parce que la lucidité froide que revendique ce canal n'est pas un parti pris à charge. Une semaine à peine après l'attaque, le ministère de la Justice et les organisations syndicales d'agents pénitentiaires signaient un protocole d'accord pour renforcer la sécurité autour. Des déplacements de détenus dangereux. Les règles de transfert ont été revues, durcies, repensées. Des dispositifs nouveaux ont été mis en place pour les profils les plus sensibles. Le rapport de l'inspection a formulé des recommandations, notamment sur les échanges d'informations entre services lors des transferts entre établissements, et certaines de ces obligations ont été rappelées par note interne au service. Et sur le plan législatif, on l'a vu, le Parlement adopte un texte ambitieux contre le narcotrafic, avec la création d'outils nouveaux et un parquet spécialisé renforcé. L'État, mis face à sa faillite, a tenté de colmater les brèches. Mais posons la question qui dérange, celle qu'on n'aime pas entendre dans les hommages et les commémorations. Pourquoi a-t-il fallu 2 morts pour cela? Pourquoi les défaillances que le rapport de l'inspection a si bien décrites? Le cloisonnement des services, la sous-évaluation de la dangerosité, le manque chronique de moyens des extractions judiciaires, étaient-elles connues, dénoncées, documentées, parfois depuis des années, sans qu'on y remédie sérieusement? Les syndicats alertaient. Des rapports antérieurs pointaient les mêmes fragilités. Le sous-effectif n'était un secret pour personne, la porosité des prisons au téléphone portable non plus. Tout cela était su, écrit, répété. Et il a fallu le sang de 2 fonctionnaires sur une autoroute pour que les choses bougent vraiment. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'une inspection de la justice rend un rapport accablant sur les dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire. Après un drame survenu en détention ou autour d'elle. Il y en avait eu d'autres, après d'autres tragédies, dans d'autres établissements. À chaque fois, les mêmes constats reviennent, presque mot pour mot, carence dans le partage de l'information, défaut de coordination entre les services, manque de moyens humains et matériels. À chaque fois, des recommandations. Et à chaque fois, quelques mois ou quelques années plus tard, le drame suivant, qui rouvre les mêmes plaies et appelle le même rapport. C'est cela qu'il faut nommer sans détour. C'est cela, la véritable nature de cette faillite. Elle n'est pas accidentelle, elle est structurelle et elle est répétitive. Un système qui produit les mêmes rapports après les mêmes catastrophes, sans que les catastrophes cessent, n'est pas un système qui a connu un raté isolé. C'est un système qui a fini par intégrer le raté comme un mode de fonctionnement. On documente la défaillance, on s'en émeut publiquement, on rend hommage, on promet de tirer toutes les conséquences. On légifère parfois dans l'urgence. Et puis le quotidien reprend, avec ses sous-effectifs, ses logiciels qui ne communiquent pas, ses budgets contraints, ses arbitrages au rabais, jusqu'au prochain matin où à un péage, sur une route, dans une coursive, le réel rappelle brutalement sa facture. Et la facture, c'est toujours quelqu'un qui la paie de sa vie. Et il y a un piège dans cette manière de réagir au coup par coup. Chaque drame produit sa réforme. Chaque réforme cible le point précis qui vient de céder. On renforce les transferts après Incarville, comme on avait renforcé d'autres dispositifs après d'autres tragédies. Mais une institution qui ne se réforme que sous le choc, et seulement à l'endroit du choc, est une institution condamnée à courir éternellement derrière les événements. Elle colmate la brèche d'hier pendant que se creuse ailleurs la brèche de demain. Pendant des années, les mêmes voix, syndicats, magistrats, rapports d'inspection successifs ont décrit non pas un trou mais une fragilité d'ensemble. Une administration pénitentiaire à bout de souffle, des effectifs insuffisants, des prisons surpeuplées, des systèmes d'information qui ne se parlent pas, une justice débordée. Ces alertes ne manquaient pas. Elles manquaient seulement d'écho dans les arbitrages budgétaires, là où, en silence, loin des caméras, se décident en réalité les drames de demain. Car un drame, voyez-vous, ne se décide pas le matin où il survient. Il se décide des années plus tôt, dans une réunion où l'on choisit de ne pas financer un poste, un logiciel, une formation, une réforme. Le 14 mai 2024,
Sur l'autoroute de l'Eure, ce sont ces arbitrages anciens qui ont rendu leur verdict. Comment a-t-on laissé la France en arriver là? Comment en est-on arrivé à ce qu'un commando armé d'armes de guerre puisse attaquer un convoi de l'État, en plein jour, et repartir avec son homme? Comment en est-on arrivé à ce qu'une partie de l'administration sache qu'un détenu avait peut-être commandité la mort d'un agent, sans que cette information n'atteigne jamais ceux qui le transportaient le matin fatal? La réponse n'est ni dans la malchance, ni dans la fatalité, ni dans une quelconque malédiction qui frapperait ce pays. Elle est dans une accumulation de choix. Choix budgétaires qui ont rogné les moyens année après année, choix d'organisation qui ont multiplié les silos et dilué les responsabilités, choix politiques qui ont laissé un marché criminel prospérer en silence jusqu'à devenir une puissance capable de défier l'État de front. Le drame d'Incarville n'est pas tombé du ciel un matin de mai. Il est descendu, marche après marche, d'un escalier que l'État avait lui-même construit, année après année, par petites renonciations successives. Un État qui ne contrôle plus ses routes, ses prisons et ses ports, ne contrôle plus son territoire. Et un État qui ne contrôle plus son territoire, ne protège plus ses citoyens. À commencer par ceux qui l'envoient en première ligne, sans les moyens de leur mission, un matin ordinaire sur une autoroute ordinaire. Voilà ce que ce dossier nous oblige à regarder en face, au-delà de l'émotion des images et de la satisfaction de l'arrestation. Pas des monstres, un système qui a lâché et qui avait prévenu, par ses propres rapports, qu'il allait lâcher. Reste à comprendre ce que cette affaire dit de nous, au fond, une fois retombée l'émotion des premières heures et refermé, un jour, le dossier judiciaire. Car un fait divers, aussi tragique soit-il, s'oublie. Une faille systémique, elle, demeure et continue de produire ses effets longtemps après que les caméras sont parties. Sur le plan institutionnel, Incarville restera comme la démonstration glaçante que l'information non partagée est une arme retournée contre l'État lui-même. Tout était écrit. Quelque part dans les bases de données, les rapports, les signalements, les fiches de renseignement, le profil, la dérive vers le grand banditisme, la menace contre un surveillant. Le téléphone clandestin saisi la veille, les barreaux photographiés dans la nuit, la machine prise comme un tout, savait. Mais une machine qui sait sans que ses parties se parlent ne sait, en vérité, rien du tout. Le renseignement existait. Il n'a pas circulé jusqu'à ceux qui en avaient besoin. Et 2 hommes sont morts dans cet intervalle, dans ce blanc, dans cet espace muet entre un service qui savait et un service qui ignorait. Tant que l'État n'aura pas fait de la circulation de l'information une obsession quotidienne, et pas seulement une recommandation polie en page 60 d'un rapport, le germe du prochain drame restera vivant. Sur le plan politique, l'affaire pose la question de la souveraineté réelle. Pas la souveraineté des discours et des communiqués, celle des actes et des moyens. Un pays qui perd un détenu sur sa propre autoroute, puis met 9 mois à le retrouver à l'étranger, est un pays qui doit s'interroger froidement sur l'écart entre ses ambitions affichées et ses capacités effectives. On a légiféré dans l'urgence pour, selon les mots mêmes du texte, sortir la France du piège du narcotrafic. Mais on ne sort pas en quelques mois d'un piège qui s'est refermé sur des années d'inattention et de sous-investissement. La loi est nécessaire, sans doute. Elle ne suffira jamais si elle n'est pas accompagnée des moyens humains, matériels et organisationnels que les agents de terrain réclament, eux, depuis longtemps, dans une indifférence qui n'a cessé qu'avec le sang versé. Voter une loi est facile et rapide. Reconstruire une administration exsangue, refondre des systèmes d'information cloisonnés, recruter et former des hommes, financer durablement la lutte contre une économie criminelle, cela prend des années et cela coûte cher. La vraie question politique n'est pas de savoir si l'on a légiféré, c'est de savoir si l'on est prêt à payer le prix réel de ce que l'on a voté. Sur le plan économique, enfin, Incarville n'est qu'un symptôme d'une réalité bien plus vaste et plus dure à regarder. La puissance qui a permis cette embuscade est, au fond, une puissance financière. C'est l'argent du trafic qui paie les armes, les véhicules, les hommes, les planques, les cavales. Et cet argent, il vient d'un marché de masse que l'État n'a pas su contenir, qui a pénétré chaque ville, chaque quartier, chaque catégorie sociale. On suit l'argent, et l'argent nous ramène toujours au même point de départ. Un État qui a laissé une économie criminelle devenir si riche qu'elle peut désormais s'attaquer frontalement à ses institutions et financer la libération de ces hommes par une opération de type militaire. Tant que la doctrine consistera à ramasser les douilles et à compter les morts sans jamais s'attaquer sérieusement à la source financière, l'entrée de la marchandise, le blanchiment des profits, les réseaux qui transforment la poudre en patrimoine, on traitera éternellement le symptôme en laissant prospérer la maladie, la violence et l'écume, l'argent et la vague. Et puis,
Au-dessus de toute cette froide analyse des systèmes, des flux et des institutions, il y a les deux hommes, Arnaud Garcia et Fabrice Moello, 34 ans et 52 ans. Deux fonctionnaires qui faisaient leur travail et qui ont payé de leur vie les défaillances d'une chaîne entière de décisions sur lesquelles ils n'avaient aucune prise. Ce dossier n'a de sens que si, au terme du raisonnement le plus rigoureux sur les chiffres et l'argent, on n'oublie jamais cela. Derrière chaque faille institutionnelle, il y a des êtres humains, en chair et en eau, qui en supportent le coup ultime. Eux n'ont pas failli. Ils ont fait leur devoir jusqu'au bout. C'est l'État qui leur devait une protection à la hauteur du danger, et qui ne la leur a pas donnée, parce qu'ils ne savaient pas, ou plus exactement parce qu'ils savaient sans le savoir, l'information dormant dans un fichier qu'ils n'ont jamais pu lire. Il reste, pour finir, une vérité difficile formulée, mais qu'il faut formuler quand même. Les réformes décidées après Incarville répareront peut-être ce trou-là, ce point précis de défaillance. On centralisera mieux l'information sur les détenus dangereux, on durcira les transferts, on partagera davantage. C'est bien, c'est nécessaire. Mais l'histoire de ce pays enseigne que les systèmes complexes ne lâchent jamais deux fois au même endroit. La prochaine faille ne sera pas le transfert d'un détenu. Ce sera autre chose, un autre maillon, un autre angle mort, un autre silence entre deux services qui auraient dû se parler. Parce que la maladie n'est pas tel ou tel trou particulier. La maladie, c'est la logique même du cloisonnement, de la sous-dotation, de l'arbitrage permanent entre des missions trop nombreuses et des moyens trop comptés. Tant qu'on réparera des trous au lieu de soigner la logique qui les produit, on continuera de découvrir, après chaque drame, qu'on aurait pu savoir, qu'on savait même en partie, et qu'on n'a rien fait à temps. C'est cela, un système qui a lâché. Pas une pièce cassée, mais une façon d'être qui fabrique méthodiquement ses propres catastrophes. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir qui a armé le commando d'Incarville, ni qui a tiré. La justice répondra à cela. La vraie question, celle qui devrait nous tenir éveillés bien après la fin de cette vidéo, c'est à qui profite que rien ne change? À qui profite que les rapports s'empilent sans être vraiment suivis des faits? Que les moyens manquent toujours, que les silos persistent? Que le marché prospère? Que la prochaine commission d'enquête réécrive dans 5 ans les mêmes constats qu'aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. J'attends vos analyses, vraiment, parce que c'est de ce débat-là, et pas de l'émotion d'un seul matin, que peut éventuellement sortir quelque chose. Si ce dossier vous a fait voir l'ampleur du problème, pas un simple fait divers, mais une mécanique de défaillance entière, documentée par l'État lui-même, alors soutenez ce travail. Un like, un abonnement. Partagez cette vidéo, c'est permettre à plus de gens de comprendre comment fonctionne la machine et pourquoi elle a lâché ce matin-là, à une barrière de péage de l'heure, emportant des hommes qui n'avaient rien demandé d'autre que de faire leur métier. Ici, on n'enquête pas sur des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.